Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, je vais dans un premier temps vous présenter mes excellents confrères qui m'accompagnent une fois de plus cet après-midi pour parler d'un dossier préoccupant, celui de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo. À ma droite, nous avons donc Maître Célestin Mba Ondo, avocat au barreau du Gabon, mon aîné confrère. À ma gauche, Maître Poiti Ama Charles, du barreau du Québec et de Paris, mon jeune confrère. Et à l'extrême gauche, mon autre confrère, pas moins excellent, Maître Jean-Paul Mombembe, que vous connaissez tous, avocat au barreau du Gabon. Et puis, je suis obligé de me présenter. Je suis Maître Gisèle Ehu Bekale, avocat au barreau du Gabon. Comme vous le savez, déjà, mes confrères et moi intervenons en notre qualité d'avocat de Madame Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo, incarcérés à la maison d'arrêt de Libreville depuis plus d'un an. Et nous avons décidé de reprendre la parole aujourd'hui, cet après-midi. Cette deuxième conférence de presse fait suite à une précédente qui s'est tenue ici même, le 19 septembre 2024, dans le respect des principes essentiels de notre profession, qui sont, je suis obligé de les rappeler, l'indépendance, la conscience, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération et le dévouement. Le 19 septembre dernier, nous avons tiré la sonnette d'alarme sur les violations des droits, de leurs droits, et nous constatons, pour le déplorer, que les grandes lignes n'ont pas bougé. C'est la raison pour laquelle nous avons saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons saisi cette commission pour nous faire entendre, puisque le Gabon est signataire de la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit, dans le respect des conventions internationales ratifiées par le Gabon, d'interpeller cette instance supranationale sur les conditions inhumaines et dégradantes de Madame Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo dans cette procédure. L'examen de la procédure est en cours d'instruction en Gambie, devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, nous voulons interpeller plus particulièrement les pouvoirs publics pour exprimer notre profonde préoccupation au sujet du maintien illégal en détention de Madame Sylvia Bongo et de son fils Noureddine Bongo. Quoi qu'on puisse reprocher à Madame Sylvia Bongo, n'oublions jamais l'honneur à donner à une dame. Madame Sylvia Bongo a œuvré depuis 2009 pour aider les Gabonaises et les Gabonais les plus démunis. Nous pouvons citer son engagement social en faveur des veuves, qui a valu la reconnaissance de l'Assemblée générale des Nations unies en 2010
comme Journée internationale des veuves. Ne l'oublions jamais. Son engagement en 2009 contre la pandémie VIH-Sida, qui a valu sa nomination comme commissaire, membre au sein de la commission ONU-Sida. Son engagement dans la stratégie d'investissement humain et la révision de la politique d'aide sociale au Gabon. Ce sont des faits. Dès 2013, Madame Bongo s'est engagée contre les violences faites aux femmes. Cette question est devenue une cause nationale. Une loi a été votée à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, une jurisprudence au niveau des tribunaux est constante concernant la violence faite aux femmes. Madame Sylvia Bongo a également créé la fondation Sylvia Bongo. En 2013, elle a créé la fondation de l'école internationale Ruban Vert qui offre un programme d'éducation bilingue et octroie des bourses de mérite aux élèves issus de milieux défavorisés. Elle a créé en 2013 la maison d'Alice pour accueillir, loger, soutenir gratuitement les patients souffrant de cancer. L'œuvre d'intérêt général de Madame Sylvia au service des Gabonaises et des Gabonais est immense et honorable. Si nous avons des choses à lui reprocher, lequel d'entre nous n'a jamais failli? Souvenez-vous de la Bible. Que reproche-t-on, j'allais dire, à cette dame rigoureuse qui a travaillé le quart de son temps, de sa vie, dans le privé, avec rigueur et abnégation? Est-ce un crime d'être l'épouse d'un chef d'État nommé Bongo? Dans ces conditions, que toutes les personnes qui ont fréquenté les Bongo et qui ont bénéficié de leur largesse soient mises aux arrêts. Que dire alors de Noureddine Bongo? Noureddine Bongo s'est engagé dans la politique de la task force qui aboutira à l'annulation des 2/3 de la dette intérieure du Gabon. Noureddine Bongo a fait annuler 623 milliards de francs CFA sur 10 milliards 30 millions. Sur 1030 milliards, j'allais dire. N'oublions pas son engagement dans le plan triennal du Gabon 2021-2023, plan d'accélération de la transformation avec 20 projets prioritaires de diversification de l'économie gabonaise. Son engagement dans l'expansion de la Gabon spéciale économique G16 à travers des projets pionniers de transformation de l'économie gabonaise. Lorsque nous regardons ce bilan, ces personnes ne doivent pas être jetées en pâture. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas regarder ces personnes comme si elles n'avaient jamais contribué à l'essor du Gabon. Nous exhortons les pouvoirs publics, aujourd'hui encore, d'accorder le respect des droits humains à Madame Sylvia Bongo et Noureddine Bongo et de leur rendre leur liberté. Nous sommes venus aujourd'hui demander au pouvoir public de rendre à Sylvia et à Noureddine Bongo leur liberté qui a été confisquée depuis le 30 août parce que ce sont les militaires qui sont allés les chercher pour les mettre aux arrêts. Il ne s'agit pas d'une procédure normale. En effet,
le fait de continuer à les maintenir dans des lieux de privation de liberté, dans des conditions de violation des droits humains qui ne sont ni productives ni nécessaires, rend incompréhensible la réconciliation des Gabonais avec les Gabonaises. Nous le disons avec force. Il n'y a aucune preuve des faits qui sont retenus, ni aucune justification que la raison humaine commande pour qu'ils continuent à être privés de leur liberté d'aller et de venir. Dans un pays comme le Gabon, qui aspire au respect de la personne humaine et de ses droits fondamentaux, la liberté doit toujours être le principe et la détention doit toujours demeurer l'exception, c'est-à-dire elle n'intervenir que lorsque toutes les autres solutions alternatives ont échoué ou se révèlent inadaptées. Dans ce dernier cas, nous ne sommes pas dans une configuration de politique pénale. Madame Sylvia Bongo et Noureddine Bongo sont confrontés depuis leur incarcération à des problèmes sérieux de santé. Et les conditions de détention psychologique, morale et physique ne laissent présager aucune lueur d'espoir. Depuis plus d'1 an, l'instruction judiciaire ne connaît pas d'évolution. Et pour cause, le dossier est piloté par les pouvoirs publics. Je l'ai déjà dit lors d'une interview le 30 août dernier, 2024, où j'annonçais justement que ce n'est ni l'avocat, ni le juge qui pourra ordonner la liberté de Sylvia ou Noureddine, mais la politique. Vous comprenez donc pourquoi nous sommes tenus, nous n'avons pas le choix que de faire ces conférences de presse. En dépit des voies de recours exercées devant les juridictions nationales contre les violations manifestes des droits élémentaires de la défense, Madame Sylvia Bongo et son fils Noureddine sont maintenus de façon arbitraire en détention préventive. Je cite, « Interdiction des visites des membres de leur famille. Est-ce que c'est normal que lorsque vous êtes en prison, que vous ne puissiez pas rencontrer votre famille? Je l'ai déjà dit, il n'y a pas longtemps de cela. Le renouvellement de leur période de détention sans véritable débat judiciaire. Est-ce que c'est normal qu'on puisse renouveler leur mandat de dépôt alors que rien ne bouge? L'isolement prolongé en détention préventive n'est pas non plus normal. L'absence de soins médicaux de mes clients n'est pas également normale. Madame Sylvia Bongo a 61 ans et si je ne m'abuse, elle est la plus âgée des prisonnières au Gabon aujourd'hui. Cette femme a besoin de voir un médecin, son médecin personnel, au moins une fois tous les 6 mois, mais rien n'est fait. Et si on ne le fait pas pour les autres, ce n'est pas non plus normal. Ces conditions ont été critiquées par plusieurs organisations internationales de défense des droits de l'homme comme contraires aux standards internationaux à un procès équitable. C'est d'ailleurs ce qui ressort du rapport des Nations Unies concernant les lieux de privation de liberté au Gabon, qui a été fait il y a quelques mois au Gabon. Il ne sera pas inutile de vous rappeler que le dossier pénal de nos clients est vide. Il n'a pas augmenté d'une plume d'indice ou de charge permettant de présumer directement leur participation aux faits retenus depuis leur arrestation. On le saurait. Il n'y a rien dans le dossier. On invente, on met des infractions qui ne tiennent à rien, qui ne s'appuient sur rien, juste pour habiller le dossier pénal. Mais il n'y a absolument rien. Mes clients sont incarcérés, séparés de leurs enfants et de leurs familles sur la base d'accusations colportées de toutes pièces. Et l'évolution de l'instruction judiciaire manque de visibilité. Lorsque vous avez des éléments dans un dossier pénal, le dossier avance, mais il n'y a rien. Devant l'impuissance involontaire du juge d'instruction,
et l'absence de preuves ou de charges suffisamment caractérisées, devant cette prise d'otage, nous demandons au pouvoir public de mettre fin à la privation de liberté de Sylvia Bongo, Noureddine Bongo. Et en disant cela, je pense à Georges Damas Aleka, le père de notre hymne national, qui dit « Pourchassons à jamais l'injustice et la honte ». Parce que ce procès ou ce dossier est une vraie honte pour le Gabon. Je vous remercie. Maintenant, si vous avez des questions à poser, je pense, si vous n'en avez pas, tout a été dit. Mais si vous avez des questions, tous les avocats qui sont là sont prêts à vous aider à comprendre ce lourd dossier. Je dis bien ce lourd dossier. Moi, je suis Laurent de RFI de GabonActu.com. Maître, je voudrais quand même que vous puissiez nous dire comment vous avez argumenté ce dossier vis-à-vis de la commission, la Cour ou la Commission africaine des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous avez dit pour toucher cette commission à se pencher véritablement sur ce dossier? Et on se souvient aussi qu'à une certaine époque, il y a pas moins de 2 ans seulement, il y avait un détenu là-bas, la Cour avait rendu une décision qui n'avait jamais été appliquée. Je pense bien, c'était le détenu s'appelait la Couche Alianda. La Cour avait rendu une décision, mais qui n'avait jamais été appliquée. Alors que ses avocats ont multiplié les conférences de presse pour demander l'application de cette décision. Deuxième question, est-ce que vous, avocats de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo, avez accès à vos clients? Est-ce que vous les voyez souvent? Dans quel état ils se trouvent? Troisième question, on a vu dans la presse qu'on a saisi plusieurs biens de Noureddine et de Sylvia. Parmi les biens, il y avait un avion et même des biens immeubles. On est dit exactement, vous qui êtes les porte-parole, sinon les conseils de ces 2 personnes. Merci. C'est mieux qu'on fasse par série, hein, et que directement, comme on l'avait fait la dernière fois. Sinon, trop de questions, trop de réponses confuses. Donc, Maître Mbaudo, oui. Ce dossier navigue dans les eaux troubles du droit et de la politique. N'ayons pas peur de le dire. Le dossier navigue dans les eaux troubles du droit et de la politique. Pourquoi? Je le dis parce que vous allez faire le constat suivant. Tous les acteurs qui y sont impliqués sont plus ou moins des acteurs politiques. Nos clients, Madame Sylvia Bongo, c'est l'épouse de l'ancien président de la République, homme politique. Noureddine Bongo, c'est le fils de M. Ali Bongo Ndimba, ancien président de la République, homme politique. Vous verrez les parties civiles, la partie civile, la prétendue victime dans ce dossier, c'est l'État gabonais. L'État est même synonyme de politique. Vous avez la partie accusatrice. La partie qui accuse nos clients, c'est le ministère public, le parquet de la République.
c'est l'État. Le ministère public, c'est l'État gabonais. Donc vous voyez, tous les acteurs impliqués dans ce procès sont plus ou moins, ont des liens avec la politique. Donc c'est un procès politique. Et j'estime que la solution ne peut être que politique. N'allons pas déranger le pauvre magistrat instructeur. Le magistrat instructeur n'a pas le pouvoir de décider dans ce dossier. Pourquoi je le dis? Je le dis que le magistrat instructeur est dans une situation embarrassante. Le magistrat instructeur est pris, voyez-vous ici, entre le souci d'être indépendant et la crainte révérentielle des personnes qui gèrent sa carrière. Qui gère la carrière des magistrats? C'est le conseil, la magistrature qui gère la carrière des magistrats. Qui préside le conseil de la magistrature? C'est le président de la République. Alors, quel que soit le courant du magistrat, quel que soit son attachement à son indépendance, mais dans un cas pareil, le magistrat aura quand même, va se dire, ah, je ne peux pas quand même aller très fort dans le dossier. Il faut que je prenne des instructions. Mais il prend des instructions, pas directement depuis le palais de la présidente de la République. Le magistrat prend des instructions par le canal de son collègue du parquet, du procureur. Lorsque les réquisitions du parquet sont très virulentes, le magistrat se dit que, attention, les patrons en haut là-bas, ils nous disent de serrer les mains. Mais lorsque les réquisitions du parquet deviennent souples, le magistrat se dit que, on a ouvert les vannes. On peut maintenant libérer, on peut maintenant être souple, soit élargi souple. Donc, s'il vous plaît, ce dossier, le juge d'instruction ne peut pas le gérer de manière indépendante. Parce que le dossier est hautement politique. Moi, je fais un pari. Je fais un pari que ce dossier n'arrivera jamais à la barre. On n'enverra jamais nos clients devant la juridiction du jugement. Pourquoi? Je le dis parce que la divulgation de tous les secrets n'est pas vertueuse. Ce n'est pas tous les secrets que l'on divulgue. Vous voyez un peu, ça s'il vous plaît, vous voyez un peu Madame Sylvia Bongo là-bas, déballer le secret d'État. Ça fera plaisir aux congresseurs, mais pas à l'État, même aux dirigeants. Vous voyez aux États-Unis, l'assassinat de Kennedy est toujours d'actualité. On a classé les dossiers peut-être pour un siècle. Les dossiers sont classés sur l'assassinat de Kennedy. Parce que pourquoi? Ce n'est pas tous les secrets d'État que l'on met devant. Donc, la solution de ce procès, s'il vous plaît, ne peut résider dans les mains du politique. Je vous remercie. Mais permettez-moi, ça veut dire qu'ils ne passeront jamais à la barre. Ils ne passeront jamais à la barre. Je dis la délicatesse des prévenus. Ça, bon, bien sûr, mes clients n'ont jamais dirigé le pays. Ils n'étaient pas aux commandes du pays. Mais s'il vous plaît, la première dame des présidents à la barre, d'abord, ce serait inédit. On ne l'a jamais vu en Afrique. Hein. Je ne sais pas si on a déjà... Hein, on a déjà traduit la première dame d'un président. C'est inédit, ce serait inédit.
Et puis ça, s'il vous plaît, quand la femme est fâchée, comme on le dit si bien, tous les secrets seront dehors. Hein? Et ces secrets, la divulgation de ces secrets, voilà pourquoi la divulgation de ces secrets n'est pas forcément vertueuse. Donc il pourrait être condamné à perpétuité. Non, mais je vous dis seulement la solution, c'est quoi? Ils sont allés en prison comment? Ils sont allés en prison sur une décision extrajudiciaire. C'est une décision extrajudiciaire qui les envoie en prison. Mais je demande le paralytique des formes. Qu'une décision extrajudiciaire également les libère. Les libère. Voilà. Maître, oui, je souhaiterais vous être discipliné par rapport à toi, mon confrère, parce que tu es gentil de répondre. Il ne faut pas que les journalistes que vous êtes, vous preniez la parole, si c'était un dialogue, si c'était... on vous a donné la parole, vous avez posé des questions, nous n'avons pas encore épuisé les réponses. Donc, laissez-nous vous répondre. Donc, pas de dialogue entre vous, journalistes, et avocats. Donc, nous continuons à répondre. C'est vous qui prenez la parole. C'est toi. Je disais vous, alors que tu es là. Tu vois, le micro. Laissez d'abord les avocats répondre, hein, pour que ça soit discipliné. Je commence. Je vous le présente. Il a été déjà présenté par Maître José Lévy, qui dirige cette équipe. Hein. C'est pas parce qu'elle est plus jeune que Maître Mbaondo et Maître Moubele en âge et en profession, mais c'est elle qui nous dirige. C'est un grand honneur. Et soyons disciplinés. Lui, il vous l'a dit, c'est un avocat congolais de Brazzaville, mais qui exerce à, comment vous appelez, Québec, Paris et Québec. Donc, je dois te tutoyer, tu as la parole. On est confrères. Je complète d'abord la réponse de mon confrère à la question que Madame a posée tout à l'heure, de savoir si nos clients seront jugés. Nos clients sont des justiciables comme tous les Gabonais ou comme toutes les personnes vivant au Gabon. Donc, ils ne sont pas au-dessus de la loi, mais ils ne sont pas en dessous non plus. Mais lorsqu'on parle d'un procès, le procès, ce n'est pas une salle dans laquelle il y a des magistrats, des prévenus, des avocats et des parties civiles. Ce n'est pas cela le procès. Le procès est un principe. Ça veut dire que lorsque vous avez rassemblé toutes les parties prenantes au procès, pour qu'il y ait véritablement procès, il faudrait que les principes de justice soient respectés. Donc, il y a des garanties procédurales. Or, dans le cas d'espèce, ma consoeur et mon confrère ont mentionné les conditions, les circonstances dans lesquelles nos clients ont été arrêtés. Lorsque vous tenez compte de ces circonstances, le fait même que des personnes aient fait irruption dans la République pour se saisir des pouvoirs de l'État et poser tous les actes qui ont suivi à la suite de la prise des pouvoirs de l'État, à partir de ce moment, ces personnes ont elles-mêmes compromis la possibilité de la tenue d'un procès juste et équitable. Pour cause, vous vous souvenez tous que, accédant au pouvoir, les premiers actes des militaires ont consisté, d'une part, à révoquer le président de la République, à révoquer le Premier ministre, tous les membres du gouvernement, à révoquer les présidents des chambres, à révoquer, à dissoudre toutes les institutions. Vous vous souvenez de l'incident concernant le Conseil constitutionnel. Dans un premier temps, révocation du Conseil constitutionnel. Ensuite, on réalise que c'est devant lui qu'il faut prêter serment, on le réhabilite
Après l'avoir réhabilité, on le révoque de nouveau et on en nomme un autre. En droit, ça veut dire qu'on fait la pluie et le beau temps. On peut tout se permettre. Et donc, lorsque ces personnes sont à l'origine de votre arrestation, ayant tous les pouvoirs, étant des demi-dieux, on va dire, ayant les pouvoirs dans le ciel et sur la terre, tels que nous venons de l'expliquer, vous ne pouvez pas vous attendre à un procès équitable en ce qui concerne nos clients. Donc, les conditions de la tenue d'un procès en ce qui concerne Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddin Bongo, les conditions sont définitivement compromises. Il n'y aura jamais procès en ce qui les concerne. On pourra avoir un jugement, donc le prononcé d'une décision, mais il n'y aura jamais procès. Et ça, c'est à cause de ceux qui ont pris le pouvoir dans les conditions dans lesquelles ils l'ont pris. Ils n'auraient pas fait les choses de cette façon, il y aurait encore eu la possibilité de la tenue d'un procès. Mais là, il n'y a aucune possibilité de rattraper les choses. Quoi qu'il soit fait, qui peut penser qu'un individu capable de déposer le président de la République, de déposer le Premier ministre, les présidents des chambres parlementaires, de dissoudre toutes les institutions, qui peut penser qu'il y ait un magistrat au Gabon pour lui résister? Qui peut le penser? Et donc, il lui suffit de donner une instruction pour qu'une exécution soit faite selon sa volonté. Et dans ces circonstances, il n'est pas possible que nos clients aient accès à un procès juste et équitable. Parlons de cela. Il est nécessaire, s'adressant à l'opinion publique gabonaise, puisque nous avons rappelé d'emblée que nos clients ne sont pas au-dessus des lois. Nous ne réclamons pas l'impunité pour eux, mais autant ils ne sont pas au-dessus des lois, ils ne sont pas en dessous non plus. Et nous voulons que l'opinion publique puisse comprendre ce qui est en train de se passer au Gabon à l'instant T. D'abord, il faudrait éclipser le rideau de fumée qui vient rendre floue la lecture des événements qui se sont déroulés ici. Ce rideau de fumée, c'est la manipulation de masse qui a eu lieu, la manipulation de l'opinion. Lorsque vous avez des personnes agissant telles que je viens de le décrire, qui présentent à l'opinion publique des quantités d'argent, on dira malsaines, des quantités malsaines qu'on ne peut pas comprendre. Quand des personnes présentent des quantités d'argent de cette façon, il est logique que chacun des Gabonais, quelle que soit sa condition, soit choqué par les images que les gens ont vues. Et lorsque vous prenez ceux qui vivent avec moins d'$1 par jour, il était très choquant de voir ces images. Or, en matière de manipulation de l'opinion, il y a des techniques simples qui ont été conceptualisées, notamment la stratégie de choc. Ça consiste à choquer la pensée de l'individu pour le rendre incapable de penser. Dès lors qu'il a été choqué, il ne peut plus penser. Et ce qui s'est passé au matin du coup d'État, c'est qu'on a choqué l'opinion publique gabonaise avec les images et les Gabonais ont oublié qu'ils étaient allés voter la veille, qu'il y avait eu des élections dans le pays. Ils étaient allés voter la veille et ils se sont retrouvés avec un président qui n'était pas candidat aux élections. Mais ils n'ont plus été capables d'analyser les choses froidement. Et ça, en ce qui concerne nos clients, le choc a fait que, ayant associé nos clients à ces quantités d'argent, plus personne n'analyse froidement la situation de nos clients. Parce que l'on retient la quantité d'argent, mais qui parmi les journalistes peut dire avec certitude d'où était venu cet argent? Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer que M. Noureddin Bongo a appelé son directeur de cabinet et lui a dit « Soulevons toutes les malles d'argent, étalons-les dans la cour et appelons la presse pour qu'elle vienne nous filmer tous les deux assis copieusement de l'autre côté ».
Nul ne peut se l'imaginer, en tout cas pas un esprit qui a encore toute sa raison. Donc, il est certain aujourd'hui, et personne ne peut en douter, que ces images ont été prises à la pointe des fusils qui étaient en face de nos clients. Les journalistes ont été appelés pour prendre les images, mais les journalistes n'étaient pas présents lorsque les militaires sont arrivés sur les lieux. Aucun journaliste ne peut certifier de façon absolue que cet argent se trouvait dans cet endroit avant qu'il n'arrive. Personne ne connaît de façon certaine la provenance de ces sommes d'argent. Et personne n'imaginerait que M. Noureddine Bongo, fils de chef d'État, irait s'asseoir tout bonnement et volontairement devant des quantités d'argent, les deux bras entre les jambes, comme si tout le monde a vu dans ces images qu'il était comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Et d'ailleurs, ayant compris la machination, on entend quelques sons dans les images quand M. Noureddine Bongo dit à son directeur de cabinet, tu réalises ce qui est en train de se passer, tu réalises ce qui nous arrive, parce qu'il sait qu'à cet instant, on est en train de les jeter en pâture. Il le sait à cet instant-là. Et si vous faites une rétrospective des événements à partir du choc subi par l'opinion publique gabonaise, les gens à ce moment ne sont plus en mesure de tenir compte de l'exactitude des faits, parce que les faits ici, que sont-ils? C'est qu'il y a un groupe de personnes armées au service de l'État est placé en mission de protéger les hautes personnalités de la République, retournent leurs armes contre les personnes qu'ils sont censés protéger. Et à ce moment, ils sont en rupture de ban avec la loi constitutionnelle, avec les lois de la République, avec les lois militaires, parce que les militaires agissent sur ordre et avec une mission. Telle n'était pas leur mission et ils n'avaient reçu l'ordre de personne. Donc ces personnes, à ce moment, sont des hors-la-loi. Avant la prestation de serment qui est intervenue par la suite et les compromis politiques que l'on a trouvés au Gabon, cela n'engage que le Gabon, mais nous parlons des faits intervenus avant la prestation de serment. Ce sont des hors-la-loi qui vont se saisir de la famille du président de la République. Donc d'abord, elles se saisissent des pouvoirs d'État et ensuite, le fait le plus grave, elles prennent des garanties humaines. Sachant que le coup d'État pouvait ne pas réussir, il fallait se protéger. Et pour cela, on prend le chef de l'État en captivité, on prend les membres de la famille du chef de l'État en captivité et il s'agit d'une prise d'otage parce que vous verrez ce qui se passe aujourd'hui avec les Palestiniens, le Hamas. Les otages sont gardés dans des lieux tenus secrets et ils sont séparés. C'est ce qui est arrivé à M. Noureddine Bongo et à sa mère. Ils ont été gardés dans des lieux tenus secrets et séparés. Ils n'ont été présentés à la justice que lorsqu'on a eu la certitude que le coup d'État avait réussi. Et la justice qui ne les recherchait pas les accepte alors qu'ils n'étaient pas recherchés. Et lorsque vous tenez compte de l'ensemble de ces éléments, nous sommes là face à... On a réuni les critères du blanchiment judiciaire d'un crime d'enlèvement et de séquestration de personnes. C'est de cela dont il s'agit. C'est pour ça que aujourd'hui, nous demandons qu'il soit mis en liberté parce que le seul sort d'un otage, c'est d'être remis en liberté. À moins que les ravisseurs deviennent des assassins, comme ça s'est passé ailleurs, mais logiquement, d'un otage, on ne peut demander que la libération. Nous ne pouvons pas demander autre chose aujourd'hui en ce qui les concerne que leur remise en liberté. Et donc, pour répondre à la question que posait M. Yves Laurent Goma sur l'argumentaire présenté à la commission, il a consisté à dénoncer l'ensemble des violations des droits
en ce qui concerne nos clients. C'est cet argumentaire que nous avons présenté et nous restons dans la logique d'exiger des pouvoirs publics aujourd'hui qu'ils remettent en liberté les personnes qui sont détenues en captivité. Et mon confrère l'a dit, il faudrait qu'il y ait le parallélisme de forme. Ils ont été enlevés d'une certaine façon, ils n'étaient pas recherchés par la justice. Aujourd'hui, ceux qui les ont enlevés sont seuls responsables de les rendre à leur état naturel, donc de les rendre à la liberté. C'est pour ça que nous adressons une demande directe et expresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Brice Clotaire Olingi Nguema, qu'il prenne ses responsabilités. Il est désormais chef de l'État, il n'est plus le putschiste d'hier, puisqu'il y a eu des ententes, une convention entre Gabonais qui a consisté à créer un organe nouveau, il y a un pouvoir nouveau. Désormais, il doit agir en tant que chef de l'État, prendre ses distances avec les actes posés lorsqu'ils étaient hors la loi à partir du 30 août jusqu'à la prestation de serment. Parce que des gens hors la loi ne peuvent pas faire la loi. Et je me répète en disant que la justice a accepté des gens qu'elle ne recherchait pas. Et ce blanchiment n'est pas acceptable. Nos clients doivent être remis en liberté. Non, on n'a pas encore fini, hein. Ne soyez pas pressés. Nous nous avons invité, c'est pour tout dire. Vous n'êtes pas tout, mais un peu dire. Un peu seulement. Vous savez, dans cette histoire, j'ai pas envie de tout cracher. Mais je demande à chacun de vous, et par votre relais, à chaque Gabonais et à chaque Gabonais de prendre conscience. Certains disent qu'il y a eu un coup d'État. D'autres disent qu'il ne s'agit point d'un coup d'État, c'est un coup de libération. Mais est-ce que c'est le droit? Je suis avocat, je ne peux, c'est pas ici que je dois défendre mes clients, mais nous devons vous aider à comprendre. Je ne fais pas de la politique. Nous ne sommes pas contre ceux qui se sont présentés et ont pris le pouvoir. Et j'ai le courage, moi, de dire qu'ils ont pris le courage illégalement. Il faut que chacun le sache. Si vous acceptez cette nouvelle méthode de prendre le pouvoir ainsi, acceptez que moi, pas par les armes, mais par la parole, que je prenne aussi le pouvoir. Vous ne pouvez pas soutenir ceux qui détruisent, qui prennent l'initiative de mettre en veilleuse la Constitution et ne pas me soutenir si je fais la même chose, même si je le fais sans armes, mais je le fais avec ma parole d'avocat. C'est la loi du plus fort. Ce qui sous-entend quoi? Que ceux qui étaient au pouvoir avant n'ont plus de pouvoir. Je n'ai pas vu un procureur de la République se lever. Nous sommes dans une république. Prendre l'initiative de poursuivre nos clients, Madame Sylvia, Bongo et Monsieur Nouredine, qui, avant le coup d'État, étaient honorés par tous. Le monde est dangereux. Des gens qui s'agenouillaient
qui se lèvent un bon matin, après l'élection présidentielle, et disent, nous ne sommes pas d'accord, nous prenons le pouvoir. Et j'ai vu des gens se lever, applaudir pour dire, on en avait assez. Après 7 multiplié par 2, 14 ans de pouvoir de Bongo Ondimba, pas le père, mais le fils Aïe. C'est pourquoi je me pose la question. Demain, ou bien cette nuit, je fais également un coup d'État. Vous qui avez applaudi hier ceux qui ont fait le coup de liberté et de libération. Donc vous allez me suivre pour m'applaudir contre eux. C'est ce qu'on appelle le désordre. Soyons intelligents. N'applaudissons pas pour applaudir. Ce que je dis là, ne vous en faites pas, j'ai un DA en sciences politiques. Donc j'ai étudié la politique, même si je suis docteur en droit, comme l'est d'ailleurs ma jeune consoeur, brillante consoeur, maître Gisèle Ehu. Soyons, je vous dis, éclairés. D'abord par nous-mêmes et ensuite par les faits. L'euphorie du 30, je ne sais même plus quelle date, août, est terminée. Je me pose maintenant la question de savoir pourquoi les gens se lèvent aujourd'hui pour incriminer ceci, cela contre le nouveau pouvoir. Mais le nouveau pouvoir, les gens doivent le comprendre, c'est le plus fort, c'est la force. Et c'est tout à fait normal, et je le dis, qu'ayant fait ce coup de force, s'ils avaient raté, si Ali Bongo était bien organisé, si autour d'Ali Bongo il n'y avait pas eu de traite, aujourd'hui ceux-là qui prennent le pouvoir devaient être arrêtés. C'est pourquoi je parle de la raison du plus fort. Mais être plus fort, il faut prolonger. Ça signifie quoi? Vous arrêtez ceux qui étaient au pouvoir. Vous donnez des instructions au ministère public pour des actes d'accusation. Tout c'est bien. Mais je demande, si ce qui se passe s'est passé contre nos clients, qui étaient au pouvoir, qui étaient forts, l'armée était avec eux à un moment donné, un bon matin, tout change, tout bascule. Cela peut arriver encore. Je répète, c'est un conseil d'un aîné, un avocat qui était pendant plus de 20 ans aux côtés du feu président Omar Bongo. J'étais son avocat pendant plus de 20 ans. Je sais ce que c'est que la politique, les intrigues. Aujourd'hui, on a oublié la mémoire d'Omar Bongo. Non, je viens, permettez, je parle. Je sais pourquoi, c'est pour vous répondre. Parce que je sais où vous voulez en venir. Vous nous posez des questions, laissez-nous répondre. Si vous êtes fatigué, vous prenez la porte. Mais nous vous avons invité pour nous écouter, pour nous poser des questions. Je suis direct, excusez-moi. C'est pour éclairer tout un chacun. Aujourd'hui,
Cela vous fait-il plaisir de voir nos clients, Madame, on l'appelait Madame la Présidente de la République, on la Première Dame, aujourd'hui vous ne l'appelez plus ainsi. Cela peut arriver à ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. C'est pourquoi j'en parle. Il n'y a jamais eu de nouveau sous le soleil. Vous êtes journaliste, à tout bout de champ, on vous appelle, vous venez. Eux aussi, ce soir, ils peuvent vous appeler. Quand ils vont arrêter Maître Mumbembe, ils vont vous appeler, je serai là-bas à la maison d'arrêt, vous iriez les écouter, sans me défendre. Parce que c'est comme cela. Hein? C'est comme cela, la vie est ainsi. Mais aujourd'hui, si nous prenons la parole, tout est philosophique, hein? Et tout est philosophie. Et tout est culture. Je veux tout simplement dire un coup de gueule. Permettez-moi, moi l'avocat de Madame Sylvia Bongo, moi l'avocat de Noureddine, ils ne sont pas là pour parler. Mais moi, je ne suis que le représentant. Trouvez-vous normal? Trouvez-vous normal que depuis que notre consoeur nous a associés dans ce combat, trouvez-vous normal que notre défense soit limitée? Trouvez-vous normal? C'est pourquoi je vous appelle pour vous expliquer tout cela. Nous vous avons appelé. Trouvez-vous normal? Aujourd'hui, c'est eux. Vous êtes là, même dans le droit commun. Trouvez-vous normal que moi, votre avocat, je ne puisse pas venir vous rendre visite à la maison d'arrêt, discuter avec vous? Parce que l'avocat, même s'il est roi au prétoire, mais il dépend de son client. C'est pourquoi, si vous acceptez ce qui se passe actuellement, demain, ne vous plaignez point. Ça sera vous, Yves Ngoma, qui m'interpelle. Je serai là pour vous défendre à ma façon. Ce que nous demandons aujourd'hui, nous l'avions promis. Il y a quand même des efforts, parce que ce que nous avons fait hier, nous nous sommes plaints. Il faut reconnaître que les pouvoirs publics posent des petits actes. Posent des petits actes, pas par rapport aux avocats, mais quand même la famille, quelques-uns, choisis dans la famille pour aller rendre visite aux deux. Choisis. Pas tous, 2 ou 3, 4. Pour aller voir, pas Ali. Le président Ali. Oh, en fait, il vient de me corriger. Il part voir le président Ali. La question qui se pose, quand nous disons la vérité, vous devez vous intéresser à tout cela. Est-ce pour dire que le président Ali Bongo Ondimba est détenu? Qu'on nous le dise. Est-ce que le président Ali Bongo Ondimba est-il dans une résidence, en résidence surveillée? Qu'on nous le dise. Pourquoi nous, avocats, c'est pourquoi nous vous avons appelé, pourquoi nous, avocats, de qui que ce soit, nous devons d'abord attendre l'autorisation de je ne sais pas qui vient à pas de chat, qui n'arrive pas encore? Est-ce que c'est comme cela que nous travaillons, nous, avocats? C'est le juge d'instruction, si seulement si Ali est détenu, qui peut nous autoriser. Mais à ma connaissance, Ali Bongo Ondimba n'est pas détenu.
à ma connaissance. Donc on nous laisse aller le voir à tout bout de champ, chez lui, pas à la maison d'arrêt, dans sa résidence. Je peux aller le voir le matin à 7 h le lundi, je sors là-bas à 18 h, 19 h, et demain je peux aller, après-demain. Surtout que Ali Bongo est mon frère, mais je ne le défends pas en tant que frère, mais je le défends en tant que président de la République, même s'il n'est plus président en exercice. Il faut faire la différence, parce que vous allez dire, Maître Moumba a dit que Ali est président de la République. Oui, il garde son titre de président de la République, mais c'est plus le président de la République en exercice. Je crois que je vous ai éclairé. Je vous ai éclairé. Si nous vous appelons souvent, c'est pour que vous nous aidiez. Vous les journalistes, la presse, c'est un quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir. Soyez-en fiers. Ne vous en faites pas. Tout le monde a peur de vous. C'est parce que vous ne voulez pas valoriser, revaloriser votre identité. Vous êtes une force. Je vous remercie. Ah, attention, peut-être que avec tout ce que je viens de dire, vous allez entendre que Maître Mbembe a été arrêté ou assassiné. Mais je pense pas. Je pense pas. Donc maintenant, on se met sur... La profession d'avocat est une profession libre et indépendante au Gabon. Nous sommes dans un cabinet d'avocats qui est un cabinet inviolable. Donc, il n'y a pas de raison qu'on vienne vous arrêter. L'avocat est indépendant, sa parole est libre. Donc, Monsieur Yves Laurent Gomin, vous avez posé une question, est-ce que nous avons accès à nos clients? Je vais être très bref, nous n'avons pas accès à nos clients depuis le mois de juin 2024, la dernière fois que le juge d'instruction les a entendus. Et malgré nos conférences de presse du mois de septembre 2024, nous n'avons pas été autorisés à les rencontrer. Ensuite, vous avez voulu savoir si certains biens de nos clients ont été saisis. Mais en réalité, il ne s'agit pas de saisie, mais de confiscation. Parce que on leur a tout pris au Gabon. Ils n'ont plus absolument rien. Sylvia Bongo et Nourdine Bongo ont été obligés, sous la torture, de se déposséder de leurs biens. Tous autant qu'ils sont, même à l'étranger. Et même, comme vous l'avez dit, il a été écrit dans une certaine presse qu'il y a un avion de Madame Sylvia Bongo qui a été remis à l'État gabonais. En réalité, il n'en est rien. Madame Sylvia Bongo n'a aucun avion. L'avion dont il s'agit, le BBG, c'est un avion qui appartenait, en guillemets, à M. Ly Bongo, qu'il avait acquis en leasing par crédit. Il n'avait pas encore payé. C'était cet avion qui a fait l'objet de négociations. Les pouvoirs publics se sont rapprochés de nos clients à travers notre confrère Maître Zimré pour négocier le retour de cet avion qui est en leasing, qui n'appartenait pas encore définitivement à M. Ali Bongo, et que s'il remettait cet avion à l'État gabonais, Sylvia Bongo et Nourdine Bongo rentreraient chez eux, au moins en résidence surveillée. Donc, ils ont pensé effectivement que cet avion appartenait en propre à Ali Bongo et que cet avion avait été entièrement payé. Ce n'était pas le cas puisqu'il était en leasing. Ils ont accepté de remettre cet avion contre leur liberté. On s'est rendu compte une fois de plus que l'État s'est engagé à des choses qu'il n'a pas respectées. Il y a eu donc une signature avec le gérant, dont le propriétaire de l'avion, qui n'était pas encore Ali Bongo, puisqu'il n'avait pas encore fini de payer les traites pour cette libération. Et aujourd'hui, toujours rien
Ils n'ont pas été libérés. Donc, la confiance est désormais entamée. C'est pourquoi nous voulons que vous soyez les témoins de tout ce qui se passe dans cette procédure. Ouais. Il y a d'autres questions. Allez-y, posez des questions. Alors, je suis quand même à la rédaction des questions. Alors, vous avez énuméré quelques actions et bienfaits de votre client. Est-ce que ces bienfaits sont imposables, sinon excusables, au regard des faits qui leur sont reprochés, qui sont notamment accusés d'avoir falsifié le cachet judiciaire de l'État? Ce sont là des faits qui pourraient consommer amplement le coût de l'infraction. Est-ce que les bienfaits qui ont été réalisés par ces mesdames excluent justement les actions qui pèsent sur vous? Vous dites bien, déjà je voudrais vous dire que Madame Sylvia Bongo n'est pas poursuivie pour falsification de la signature du président. Nous n'avons aucune preuve de tout cela. Nous n'avons jamais vu le cachet. Parce que lorsqu'on vous accuse de vol ou de faux, il faut d'abord vous apporter le vrai et le faux. Nous ne savons pas de quoi il s'agit et nous ne voulons absolument pas rentrer dans les détails du dossier d'instruction. Mais tant que Mme Sylvia Bongo n'est pas reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, elle est présumée innocente. Et donc, nous ne pouvons pas faire comme si tout ce qu'elle avait fait pour les femmes aujourd'hui et pour les Gabonais n'existe pas. Ces lois existent, elles sont applicables et beaucoup de femmes s'en servent, et tous les jours d'ailleurs. Oui, par rapport à cette question-là, Maître lui a raison. Mais je dis bien que Maître lui a raison, nous ne voulons pas rentrer. Mais vous vous souvenez, vous allez vous rappeler, à l'époque, j'étais l'avocat de Bia. Vous connaissez qui est Bia? Directeur de cabinet d'Ali Bongo à l'époque. Quand je me suis levé pour dénoncer en tant qu'avocat ce fait-là, signature d'Ali Bongo, scanné, j'ai le dossier dans mon cabinet. Donc, sur toutes les feuilles d'aujourd'hui, de demain, etc., il y avait la même signature. J'ai dénoncé cela à l'époque où Ali Bongo, étant mon client, était malade. On a failli m'arrêter. Allez-y demander cela à Madame le Président, je le dis, de la Cour constitutionnelle, qui sait tout. Je ne dis pas que c'est elle, mais qui sait tout. Qui a autorisé l'enrôlement de beaucoup de dossiers devant la Cour constitutionnelle. J'ai soulevé cela. Et comme réponse, la décision, et j'ai cette décision, cet arrêt, on m'a évacué du dossier. Je ne pouvais plus défendre. Agir, c'était comment ça s'appelait, agir pour le Gabon, etc. Les jeunes qui aujourd'hui occupent plutôt des postes intéressants. Ils ont oublié l'IR, peu importe. Donc, voyez-vous, vous avez bien fait de poser cette question, mais nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes là aujourd'hui pour obtenir surtout et immédiatement la libération de nos clients qui n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe. Pourquoi les avoir arrêtés seulement après un coup d'État ou bien coup de libération? Pourquoi?
Et qui est en face de nous? Est-ce que c'est le procureur de la République qui a donné, qui a dénoncé, qui a donné l'entier dossier au procureur de la République? Mais avançons dans ce cas-là. Mes confrères l'ont dit. Le juge d'instruction, s'il a été saisi, avançons. Mais je pense que si on avançait, les têtes tomberont. Je dis bien, je répète et je pèse mes mots. Les têtes tomberont et le Gabon sera non gouvernable. Posez les questions. Si vous êtes satisfait, vous nous dites. Hein, les journalistes. Les journalistes, des gens très rigoureux sur le plan intellectuel. Nous connaissons vos territoires. Vous serez d'accord avec moi que les rumeurs distillées par les tribunaux des réseaux sociaux ne peuvent pas éclairer la justice. Ils ne peuvent que l'égarer. Nos clients seraient inculpés, auraient commis des faits. Mais attendons l'instruction qui est en cours. Vous serez très, très surpris. Vous verrez qu'on a fait une fausse querelle à ces gens. Ça, je vous le dis. Donc, faisons attention au jugement des réseaux, des tribunaux, des réseaux sociaux. Tout à l'heure, on parlait d'avocats. Un client qui est en prison et qui n'arrive pas à communiquer avec son avocat, ce client ne croit pas en la justice. En fait, il se prend pour une proie qui se trouve en face d'un prédateur appelé l'accusation. Nos clients, s'il vous plaît, n'arrivent pas à communiquer avec leurs avocats. Les liens, il y a un lien mystico-affectif entre l'avocat et le client. Vous verrez que lorsque vous êtes en prison, vos meilleurs amis ne vous fréquentent plus. Vos meilleurs amis sont même les parents. Mais vous savez, le seul ami qui vous reste, c'est l'avocat. Je suis sidéré. Oh là là, oh. Vraiment, l'ingratitude et le tombeau de la race humaine. Lorsque les gens passent leur temps à nous insulter, de chercher d'argent, vous savez, l'avocat, c'est le dernier parent qui reste à un condamné à mort. On nous taxe de chercher de l'argent. Est-ce que vous savez que les trois quarts des gens qui sont jugés à la cour criminelle sont défendus gratuitement par les avocats? Vous le savez. Les trois quarts des criminels qui sont jugés à la cour criminelle et qui sont jugés sont défendus gratuitement par les avocats. Il y a des commissions de piste. Vous savez que les trois quarts, sinon la majorité, bon, la globalité, des gens qui sont jugés en matière sociale, sur le terrain social, le licenciement, lorsque l'on licencie les gens, on reçoit, l'avocat reçoit dans son cabinet quelqu'un qui est licencié. Il vous dit, oh mais j'ai été licencié abusivement, je sollicite votre assistance. Mais cet homme est impécunieux. Il n'est rien, il n'a aucun radis. Mais au nom de l'humanité,
Au nom de la solidarité sociale, l'avocat va dire, bon, écoutez, c'est pas grave, je vous défends gratuitement. La même chose en matière de pension alimentaire. Mais l'avocat, ce n'est pas un chercheur d'argent. L'avocat, c'est un passionné de l'homme. C'est une vocation. C'est un passionné de l'homme. C'est un passionné de la justice. Vous savez, lorsqu'un client perd un procès, l'avocat souffre plus que son client. S'il vous plaît, qu'on nous respecte. Donc, un client qui n'est pas en contact avec plutôt un prisonnier qui n'est pas en contact avec son avocat, ce prisonnier est dans un désespoir total. Vous verrez lorsque vous allez en prison, votre épouse peut vous rendre visite, vos enfants peuvent vous rendre visite. Mais si vous ne voyez pas, si le prisonnier ne voit pas son avocat, le prisonnier n'est pas tranquille. Il dit, où est mon avocat? C'est le possessif, hein? Je veux voir mon avocat. Un client prisonnier qui ne voit pas son avocat, qui ne communique pas son avocat, pour lui, il n'y a pas de justice. Pour lui, le procès, son procès ne sera pas juste équitable. Donc, nous sollicitons qu'il y ait une fluidité dans nos relations avec nos clients. Qu'on permette aux avocats de communiquer avec leurs clients. Si on ne le permet pas, ce n'est plus la justice. Parce qu'un avocat qui n'a pas un client, un prisonnier qui n'a pas d'avocat, ça je vous le dis, c'est une proie. C'est une proie en face de la toute-puissance appelée accusation. Parce que l'accusation, l'avocat est la sentinelle qui protège non seulement les droits de son client, mais aussi c'est la sentinelle qui empêche le juge ou l'accusation de brandir l'étendard des excès, des abus. De violer la loi. De violer la loi. Alors, c'est ça. Donc, messieurs les journalistes, hommes de rigueur intellectuelle, nous ne sommes pas des chercheurs d'argent. L'avocat. Nous ne sommes pas des chercheurs d'argent. Nous demeurons, nous sommes le dernier ami qui reste à quelqu'un qui est abandonné par ses amis les jours heureux. Quand vous traversez le désert, quand le ciel de votre existence est bas et lourd, les amis des jours ensoleillés, ils s'enfuient. Vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez plus. Vous ne les voyez plus. Ils s'enfuient. Alors donc, s'il vous plaît, je tenais à rectifier ces paroles. On a une nouvelle série de questions, s'il y en a. Nous avons déjà fait 1h30. Comment vous appelez? Comment ça va être lourd, hein? On pense qu'on va vous demander de conclure. Ouais. Et puis, avant de conclure, j'aimerais ça, s'il vous plaît. J'interpelle respectueusement le président de la République. Je fais appel à sa clémence. Le président de la République vient de libérer, je peux dire entre libérer le PDG. Il vient de libérer le PDG.
Tous les PDG, ça je vous le dis, ces gens, ils n'arrivaient même plus à mettre le nez dehors. Mais le président a dit que je suis le président de tout le monde. Je me mets au-dessus de la mêlée. Je vais libérer tous les PDG. Aujourd'hui, plus heureux qu'un PDG. Tu m'as. Plus heureux qu'un PDG, tu m'as. Mais, monsieur le président, que cette clémence ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas en chemin. Qu'il aille au bout de cette clémence. Qu'il aille au bout de cette clémence. Mais les distingués camarades, c'est qui? De tous ces gens qui viennent, de tous ces... Mais il faut qu'ils libèrent aussi les distingués camarades. Mais oui. Mais pourquoi refuser? Il a libéré tous les militants du PDG. Pourquoi? Pourquoi ne pas libérer aussi leurs distingués camarades? Leurs distingués camarades. Ça. Donc, le président, et puis, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Nous avons des traditions. Nous avons des valeurs. Le président de la République est le cadet, le petit frère de M. Ali Bongo. Il est le petit frère de M. Ali Bongo. De sang. Tous ces gens qui disent au président, non, il faut torturer Ali, il faut torturer Nouridine, il faut torturer Sylvia. Mais ces gens oublient que, mais le président, il rend compte à sa famille, il a une famille. Bien sûr, il n'est pas le président d'une famille, il n'est pas le président d'une province, il n'est pas le président. Mais le président, sous sa robe de président, c'est un humain qui a une famille, qui a des parents. Et Ali est son parent, son grand frère. Le tribunal de la conscience. Le tribunal de la conscience va demander ceci au président de la République. Pourquoi vous faites ça à votre grand frère? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous torturez la femme de votre grand-père, qui est votre maman dans nos traditions? Sylvie est sa maman. Noureddin est son fils. Alors, donc, voyez-vous, moi, je fais appel à la clémence du président. Je sais qu'il est clément. S'il veut avoir une conscience apaisée, une conscience totalement apaisée, il faut qu'il enlève le caillou d'Ali, de Noureddin, de Sylvia, dans sa chaussure. Je vous remercie. Merci pour une minute. Une minute. En allant à la chute de cette conférence et en rappelant que nous sommes dans un contexte de justice impossible, je l'ai décrit tout à l'heure, il ne reste donc plus qu'à procéder à la libération de nos clients suivant la volonté généreuse, nous l'espérons, du président de la République. En cela, je voudrais rappeler ce que nous avons mentionné dans la dernière conférence. Le coup d'État n'est pas une invention gabonaise. Ce n'est pas la première fois en Afrique qu'il y a un coup d'État. Partout ailleurs en Afrique, il y a eu des coups d'État. Jamais on s'en est pris à la famille de l'ancien chef de l'État. C'est une première en Afrique que des hommes en armes s'en prennent à une femme. Il faut le préciser. Des hommes en armes s'en prennent à une femme. Partout ailleurs, pour des raisons d'abord morales. Morales parce que ceux qui prennent le pouvoir par la force, qui sont donc en rupture avec la légalité, comprennent qu'ils n'ont pas l'autorité morale pour donner des leçons aux autres ou pour imposer le respect de la loi dès lors qu'ils sont eux-mêmes dans l'illégalité
au moment de la réalisation du coup d'État. Pour cette raison morale, les personnes qui procèdent de cette façon s'abstiennent de s'en prendre à la famille de l'ancien chef de l'État. Pour des raisons d'honneur aussi. Honneur parce que l'homme est supposé supérieur en force à la femme. Lorsqu'il est armé, sa puissance est augmentée. À plus forte raison, dans ces circonstances, il ne peut pas s'en prendre à une femme. Or, ici, au Gabon, des hommes en uniforme, avec la puissance augmentée des armes, s'en prennent jusqu'à l'heure où nous parlons à une femme et à son fils. Cela déconsidère l'autorité morale des Gabonais. Et une seule personne peut mettre fin à cet état de fait et de choses, c'est le président de la République. Le pouvoir suprême de l'État est une responsabilité et une exigence. Lorsqu'on se hisse à ce niveau, on doit laisser des choses qui sont de l'ordre des hommes ordinaires. En voulant se hisser à la fonction de chef de l'État, donc exercer les pouvoirs suprêmes de l'État, il faut s'ouvrir aux vertus d'une telle autorité. Et nous demandons répétitivement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Brice Clotaire Olingi Nguema, qu'il prenne ses responsabilités d'homme d'État et de président de la République, qu'il prenne définitivement ses distances avec le putschiste qu'il fut entre le 30 août et le jour de sa prestation de serment pour assumer les responsabilités de la nation et prendre les décisions que les circonstances imposent. Parce que chaque jour qui passe est un jour de trop pour l'injustice que subissent Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddine Bongo. C'est toujours un jour de trop parce que nous sommes dans un contexte de justice impossible. Il n'y aura pas un procès crédible dans cette affaire. La crédibilité de la justice est définitivement compromise. Il faut aujourd'hui qu'il prenne ses responsabilités et qu'il prenne la décision d'apaisement et de réconciliation qui s'impose. Donc, je vais clôturer cette conférence de presse en vous remerciant très sincèrement d'avoir accepté l'invitation, parce que ce n'est pas facile aujourd'hui pour les Gabonais de venir écouter la cause d'Ali Bongo, Sylvia et Noureddine. Surtout que ces personnes aujourd'hui n'ont plus un radis, contrairement à ce que l'on croit dans les réseaux sociaux. Tout a été pris. Ali Bongo ne touche pas son salaire, il ne touche pas sa retraite, il a même du mal à manger, il a même du mal à payer son électricité. Vous ne pouvez pas le croire, mais c'est exact. Moi, je le fréquente une fois au moins par semaine. Donc, je voudrais vous remercier et dire à l'attention des pouvoirs publics que notre essor vers la félicité, puisque c'est ce qu'ils prônent, c'est aussi pour chasser à jamais l'injustice et la honte en libérant Sylvia et Noureddine Bongo. Je vous remercie de votre attention. C'est fini, c'est fini. Oui.